Bonjour et bienvenue pour cette 99e émission, bientôt la 100e. Je vous prépare quelque chose, là on a toute l'équipe sur le qui-vive. On va aller vite aujourd'hui parce qu'on a 22 titres à vous présenter. 22 titres, c'est beaucoup, on va essayer de tout faire tenir en 15 minutes. Je commence avec Best Comics. Le premier Best Comics que j'achète, c'est le Best Comics Spider-Man. Pourquoi j'achète ça? Parce que ça reprend les épisodes du relaunch de 1998 avec Howard Mackey et John Byrne et notre ami John Romita Jr. déjà à l'époque. J'aime bien cette époque, je suis assez nostalgique de cette époque, d'un John Byrne un peu vieillissant pour faire du Spider-Man jeune, c'était assez osé, du très très bon comme toujours John Romita Jr. Et surtout un ton, c'est-à-dire qu'à l'époque, les dialogues, dans les 4 premières pages, on avait droit à des bulles de pensée qui disaient « Je suis Peter Parker, j'ai des pouvoirs, j'ai été piqué par une araignée radioactive, j'ai une meuf qui s'appelle Mary Jane, etc. » Donc c'était assez redondant, mais ça a son charme. Voilà, moi je suis assez fan de cette époque, je suis assez fan de ces vieux comics. Voilà, ça coûte moins de 10 € et c'est pour ça que c'est super de pouvoir lire ce Spider-Man. Voilà, je voulais vous le présenter. Chez Delcourt, un titre qui en appelle d'autres d'ailleurs, c'est un titre que j'aime beaucoup. Moi je suis très très fan et je suis très nostalgique de cette époque des années 90, encore une fois, où il y avait toutes ces bad girls et assistante exécutrice Iris. C'est sorti chez Aspen surfe sur cette tendance avec des héroïnes fortes, un peu ninja, avec des sabres, avec des dessins assez chouettes d'ailleurs. Le dessinateur s'appelle Eduardo Francisco, le scénariste c'est David Wall. La personne qui fait les couvertures et qui a conçu les personnages, c'est Joey Benitez, et la série est co-créée par Michael Turner. Le pitch, c'est quoi? C'est une assistante personnelle d'un magnat japonais qui travaille pour lui, et donc elle fait le café, elle tape à la machine et elle tue des gens. Et puis elle peut aussi, si vous voulez, enfin voilà, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour satisfaire, si vous voulez, son patron. Moi j'aime beaucoup, le dessin est sexy, c'est chouette, c'est fun à lire, c'est léger, c'est du comics mainstream comme on dit, donc c'est plutôt sympa. Je voulais vous présenter aussi chez Delcourt, en ce moment il y a une opération qui, chez votre libraire, demandez-lui, si vous achetez je crois que c'est 2 ou 3 comics Delcourt, on vous offre la Fabrique Delcourt. La Fabrique Delcourt c'est quoi? C'est 12 pages. C'est pas un calendrier, c'est des ex-libris reliés les uns aux autres avec les meilleures séries de Delcourt du moment. Vous voyez donc il y a Badass, il y a Invincible, etc. C'est très très chouette et je suis ravi. L'année dernière ça ressemblait à ça. Ça c'est la Fabrique Comics 2012 et 2013. C'est le numéro 2, donc si vous êtes collectionneur, passez chez votre libraire et demandez-lui. Normalement il les a. On va passer chez Urban Comics. Qui a une très très grosse actualité en ce début d'année. Alors je suis ravi qu'Urban ait ressorti la Justice League crise d'identité de Brad Meltzer et Rags Morales. Rags Morales qui est l'actuel dessinateur, comme vous le savez, de Superman Action Comics de Grant Morrison. D'ailleurs je préfère ce Rags Morales un peu plus mainstream, un peu moins arty, qui a fait un super boulot sur cette maxi-série qui a eu un très très gros succès. Les couvertures sont signées Michael Turner. Le pitch c'est quoi? C'est qu'un ancien membre ou un membre de la Justice League, un peu de seconde zone, voit sa femme assassinée au début, et en fait c'est une enquête. C'est une enquête qui va faire se mêler les héros de l'univers DC et donc de la Justice League. Ils vont tous intervenir les uns après les autres, donc c'est une espèce de All-Star Justice League, et c'est surtout qu'on va suivre cette enquête policière où finalement les super pouvoirs ne seront qu'un support, et c'est surtout les personnages qui vont devenir très très importants. Donc moi je suis ravi qu'il est sorti en intégrale. On retrouve à la fin des épisodes hyper old school qui servent de référence à des choses qu'on peut lire dans l'histoire principale. Voilà, c'est très complet, encore une fois, comme chez Urban. Un beau pavé, une belle édition intégrale, et je suis ravi qu'il l'ait fait en un seul numéro, puisque du coup c'est un vrai plaisir de lecture pour une vingtaine d'euros. Toujours chez Urban, je voulais vous parler, alors ça c'est un vrai coup de cœur pour le coup, de Jeff Jones présente Superman tome 1. Jeff Jones présente Superman, Jeff Jones a pendant quelques années scénarisé Superman. On lui a demandé de faire ce qu'il avait fait sur Green Lantern sur Superman, et il s'est attaché les services de Richard Donner, réalisateur du premier film Superman, et Adam Kubert qui venait d'être débauché de chez Marvel
pour une histoire où il y a un nouveau fils de Krypton qui arrive sur Terre. Qui est-il? Est-ce que Clark va l'adopter? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un héros? C'est très chouette, les scènes d'action sont superbes, le dessin d'Adam Kubert est vraiment top. Moi j'adore cette histoire. Alors Urban a décidé de rajouter des épisodes de Geoff Johns toujours, d'un annual 10, avec plein de dessinateurs différents. Alors il y a du Arthur Adams, c'est très bien. En fait, et donc chaque chapitre est coupé par une mini-histoire de 5 pages. Je suis pas très fan de ce format-là, j'aurais aimé avoir l'histoire d'un coup et les bonus à la fin, mais bon, c'est un avis, un humble avis. Ça ne gâche rien au plaisir. À noter qu'aux États-Unis, quand c'est sorti, je crois en 2005, ils avaient fait le dernier épisode en 3D, vous savez, avec un trait bleu, un trait rouge, et puis les lunettes, là, vous savez, avec les deux couleurs. Et c'était moche. Je l'ai enrelié comme ça. Et là, Urban a choisi de ne pas faire comme ça. Et on a les vraies pages d'Adam Kubert et on peut savourer le trait d'Adam Kubert. C'est très très beau. Moi, j'adore ce dessinateur et j'adore cette série. Donc, si vous voulez lire du bon Superman en 2013, avant la sortie du film, lisez Geoff Johns présente Superman tome 1, sachant que le tome 2 sortira, je crois, au mois de juillet de mémoire. Toujours Superman, on continue avec Superman les origines de Mark Waid et Leinil Francis Yu. Alors ça date aussi, donc le format est plus grand comme vous pouvez le voir, c'est un grand format, papier glacé, et c'est surtout que c'est une histoire origine, encore une fois, qui raconte les premières années de Clark Kent et de Superman à Smallville, puis évidemment à Metropolis. C'est une sorte de Ultimate Superman, si vous voulez. C'était en tout cas ce qu'avait demandé DC à l'époque à Mark Waid. C'est une maxi-série en 12 parties, avec remarquablement bien dessiné par un Leinil Yu hyper talentueux, moi j'adore. C'est un vrai plaisir de retrouver cette saga qui est publiée en intégrale ici pour le coup. Et ça, pareil, si vous voulez lire du bon Superman cette année, sautez là-dessus. Il y a 352 pages de bonheur, c'est vraiment chouette. C'est une nouvelle approche des origines, ça ne part pas forcément, on ne voit pas toute l'enfance, c'est un contre-pied total. Mark Waid a très bien travaillé, mais il travaille souvent très bien, Mark Waid. Donc si vous aimez Mark Waid et Leinil Yu, je vous invite vraiment à découvrir ce titre. En tout cas, c'est un vrai coup de cœur et c'est chaudement recommandé. A noter la sortie le mois dernier du 18e tome de Calvin et Hobbes en petit format. Je voulais vous parler de cette série parce que c'est super chouette. D'abord, Calvin et Hobbes, on ne présente plus, c'est le personnage. C'est très drôle, c'est très sympa et c'est surtout que c'est un classique et que hors collection les sort en petit format, souple. Et c'est vendu 6,90 €. Donc ça c'est le tome 18 qui est sorti, mais donc vous pouvez aussi acquérir les autres. Je vous en montre quelques-uns, le 17, le 15, le 14, voilà, dans le désordre, le 9, le 8. Donc voilà, Calvin et Hobbes, lisez-le. Et si vous n'avez jamais lu Calvin et Hobbes, je vous invite vraiment à sauter sur le premier numéro. Le premier numéro que je n'ai pas, j'ai le 2, le 1 est quelque part. Voilà, c'est toujours moins de 7 €. Enfin, pas toujours, mais c'est souvent moins de 7 €. Et au moins vous pouvez vous régaler pour 7 €. Rapidement, je voulais vous présenter les sorties chez Ankama, parce que le temps tourne. Chez Ankama, on a le tome 4 de Mutafukaz qui est sorti enfin des années 5 ans, je crois, après la sortie du tome 0, qui n'était pas dessiné par Ron. Vous voyez, il y a les posters qui s'en vont. J'ai absolument... alors, je n'ai fait que le parcourir pour le moment, mais je trouve que le dessin de Ron a pris vraiment de l'ampleur. C'est très beau, c'est très chouette. C'est un mélange de culture urbaine, de graphes, de dessins, de BD, de comics, de lucha libre, de tout ce que vous voulez. C'est maîtrisé de A à Z. Voilà, Run, bravo, c'est chouette, Mutafukaz, ça déchire. Vraiment, c'est vraiment très bien. Petit coup de cœur, j'avais adoré le tome 1, le tome 2 est dans la même veine, dans la collection Eternel d'Ankama. C'est la saga d'Atlas et Axis par le dessinateur et scénariste espagnol Poe. Ça, c'est une espèce de Calvin et Hobbes, pourquoi je dis Calvin et Hobbes, de Bone. C'est un espèce de Bone, une histoire animalière avec des personnages attachants, c'est drôle, c'est fun, c'est sympa, c'est léger. J'espère que ça va prendre. Je sais pas si le premier tome a marché, je crois que ça a été compliqué. Mais ça c'est une très bonne lecture tout public. C'est vraiment un délice. Donc je vous invite vraiment à sauter là-dessus. C'est vraiment très beau, très mignon. Voilà, ça, le dessin rappelle vachement Bone. Je vous le conseille. Troisième titre chez Ankama, c'est le 4e tome de Freak Squill en couleur. Alors vous savez que ça paraît en noir et blanc d'abord et puis après en couleur.
avec des couleurs d'ailleurs qui s'améliorent, parce que je trouve qu'il y a plus de couleurs qu'avant, et tant mieux. Et voilà, moi c'est l'édition que j'attendais, puisque j'aime beaucoup Freaks Wheel, et je trouve qu'il manquait la couleur. J'adorais les quelques pages couleurs qu'il y avait dans chaque édition en noir et blanc. Et voilà, mon rêve est réalisé. Déjà 4 tomes pour cette série de Florent Maudoux qui est absolument magnifique. Enfin, ce dessinateur est un génie et sa série a du succès, et tant mieux. Il faut lire Freaks Wheel parce que c'est chouette. Le pitch, c'est quoi? C'est un peu l'école pour jeunes surdoués des professeurs Xavier. Et ce sont des jeunes avec des pouvoirs ou pas, vous voyez, on les voit là les trois, qui arrivent dans une école, une espèce de Poudlard, où ils vont apprendre leur pouvoir, à maîtriser leur pouvoir, et puis surtout à se battre. Et voilà, c'est très fun, c'est très, très japonais, mais c'est français. Et c'est vraiment une très très bonne lecture. Freaks Wheel numéro 4. Rapidement, on passe par le rayon presse pour vous signaler la sortie de Cinématiseur, l'excellent journal Cinématiseur que je lis avec grand plaisir chaque mois. Et Cinématiseur fête son 22e numéro avec un gros dossier sur Cloud Atlas qu'ils ont adoré, des frères et sœurs Wachowski et du scénariste et réalisateur du film Run le Lacour. C'est vraiment un super journal, très complémentaire avec ce qu'on peut voir sur le web, avec des très bons articles et puis avec des grandes photos. Enfin, c'est vraiment très bien présenté, ça se lit vite. Le cahier DVD Blu-ray à la fin est génial. Voilà, moi j'aime beaucoup ce journal, je vous le conseille. Vite, le temps passe, j'ai encore plein de choses à vous montrer. La sortie de Comic Box numéro, on en est au 81, nouvelle formule avec Walking Dead en couverture, qui n'est pas un titre Panini à signaler. Excellent, je trouve que ça c'est de plus en plus clair. J'ai un vrai plaisir à lire les interviews. Interview de Nick Bradshaw, Jérôme Opena, un dossier sur Greg Capullo, le dessinateur de Spawn, Simon Kudranski, des super interviews, vraiment encore un super numéro. Seul petit défaut, et j'en ai parlé sur Comics Place, la BD à l'intérieur, dessinée par Ron Frenz, qui n'est pas vraiment dans l'air du temps, à faire lire à vos enfants, mais ça fait un petit peu journal de Mickey sur le retour. Je suis un petit peu déçu, c'est un peu dommage d'avoir 22 pages en plein milieu. J'aurais souhaité une BD d'une meilleure qualité. Mais en tout cas, le très très bon journal, bravo à toute la rédaction, parce que c'est vraiment, les articles sont de qualité une nouvelle fois. Un tout petit peu de VO, parce que cette semaine on m'a demandé de la VO, on m'a dit Thomas, tu parles pas assez de VO. Je voulais vous signaler la sortie du volume 1 de Daredevil en hardcover, grand format l'équivalent d'un Deluxe aux États-Unis, de Daredevil par Mark Waid, Marcos Martin, Paolo Rivera, Emarios, Cano et Koifam. C'est un plaisir à lire en intégralité, c'est de toute beauté, graphiquement c'est parfait, et puis c'est surtout que Mark Waid a réussi à faire sortir Daredevil de sa déprime. Et on est revenu sur un Daredevil coloré, sympathique, qui se bat. Et c'est vrai que c'est chouette d'avoir une nouvelle époque. J'ai adoré ce qu'a fait Bendis et ce qu'a pu faire Brubaker derrière. Mais Daredevil avait besoin d'un nouveau souffle, et le voilà. Voilà, ça s'est sorti partout. Ça coûte 35$. Vous le trouverez aux alentours de 22-23 € sur les sites internet. Je vous le conseille. Je voulais également vous parler de 2 omnibus qui sont sortis, parce que moi j'adore les omnibus. Les omnibus, c'est mon dada. Le premier, c'est le omnibus, je le prends demain, Iron Man, par David Michelini, Bob Layton et, j'allais dire Bob l'éponge, et John Romita Jr. Donc il n'y a pas que du John Romita Jr. et du Bob Layton, mais c'est quand même les 2 personnes qui ont le plus dessiné et ancré cette période. Ça reprend les épisodes 115 à 157 de la série Iron Man. La couverture est juste magnifique, regardez la taille du morceau, et à l'intérieur on retrouve finalement une époque qu'on connaît très très bien quand on est un jeune de 36-37 ans. C'est cette époque qu'on a découvert dans Strange à la fin des années 80 et au début des années 90. Voilà, on retrouve ça avec la plus belle armure d'Iron Man jamais dessinée, on n'a jamais fait mieux. Et donc c'est une époque pleine de nostalgie, c'est une grosse madeleine à dévorer. Et je vous invite, si vous aimez les omnibus en VO, parce que c'est de la VO, à sauter dessus. Vite, puisqu'il reste 1 minute, je voulais vous parler également de l'omnibus X-Force. X-Force, c'est un peu après, c'est plutôt début des années 90, c'est le renouveau, l'arrivée de Rob Liefeld sur New Mutants qui s'est transformé en X-Force. C'est un vrai plaisir. D'abord, Rob Liefeld dessinait mieux à l'époque que maintenant. Et ça reprend tous les épisodes, les crossovers, les annuals. Ça va jusqu'à X-Force, je crois, numéro 15, il y a déjà du Greg Capullo à la fin, donc ça c'est chouette. Et il y a les 2 épisodes de câble de John Romita Jr. à la fin. C'est vraiment hyper chouette. Il reste 30 secondes pour vous dire que
Il faut partager cette émission. Et je vous remercie de l'avoir regardée. Et surtout, je vous invite à prendre rendez-vous dès à présent, puisque nous allons préparer la 100e émission et que ça va être énorme. 100 émissions, c'est grâce à vous, c'est parce que vous la regardez et que vous la partagez. Rendez-vous sur Comics Place, abonnez-vous à cette chaîne, faites tourner cette émission sur Facebook, partagez-la sur Facebook, sur votre blog, je compte sur vous. Merci, ça fait 15 minutes. Salut.